d'abord, les questions macroéconomiques avec Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. Ravi de vous retrouver. Je voulais qu'on commence avec les bonnes surprises pour la zone euro en ce démarrage de l'année 2023 et quel renversement spectaculaire par rapport à ce qu'on pouvait encore anticiper légitimement d'ailleurs il y a quelques mois, Nadia. Le risque de non-récession désormais pour la zone euro est sans doute le risque principal qu'il faut avoir en tête pour 2023. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là chez Pictet Wealth Management, Nadia? Et quels vont être les facteurs de soutien qui permettront d'éviter une récession en zone euro cette année? Oui, bonjour Grégoire. Je dirais qu'on est tout à fait d'accord avec ce scénario d'embellie en zone euro. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent un peu cette embellie du début de l'année. On peut, c'est vrai, citer le prix du gaz et des réserves suffisantes, la réouverture en Chine. Vous avez aussi la résilience du marché du travail qui soutient toujours la consommation, le soutien fiscal des États et enfin, je dirais aussi la résilience de l'industrie. Parce qu'on voit dans les enquêtes que certaines industries ont réussi à diminuer la consommation de gaz tout en maintenant la production. Donc globalement, je dirais qu'on a vraiment plusieurs facteurs qui soutiennent un peu cette embellie et ce scénario de non-récession. Alors maintenant, on tape chez nous plutôt vers un scénario de stagflation, de croissance faiblement positive. On a toujours des facteurs négatifs qui vont plutôt peser, je dirais, en deuxième partie de l'année avec l'impact du resserrement monétaire, mais aussi potentiellement une récession aux États-Unis. Oui, c'est intéressant l'aspect industriel et quand on parle d'industrie, évidemment, on regarde l'Allemagne, Nadia. C'est incroyable de voir comment on est passé d'un état de peur intense chez les industriels allemands à un état, alors je ne vais pas dire d'euphorie, mais de soulagement intense. C'est le jour et la nuit. Et on voit d'ailleurs dans les enquêtes d'activité, que ce soit les PMI manufacturiers ou encore l'enquête IFO qui a été publiée en début de semaine en Allemagne, on voit très bien ce renversement dans le climat des affaires. Il y avait une bulle de pessimisme dans ces enquêtes d'activité, Nadia, qui est en train de se corriger. Oui, alors je dirais qu'aux alentours de septembre, enfin en automne, on tablait plutôt vers des scénarios un peu noirs pour la zone euro, avec potentiellement du gaz qui n'allait pas être suffisant pour cet hiver. Et c'est vrai qu'on a aussi eu un peu de la chance en Europe, avec des températures qui ont été plus douces, ce qui a permis tout de même d'avoir des réserves largement suffisantes. Donc je dirais que oui, effectivement, cette bulle de pessimisme est en train de dégonfler. Maintenant, il faut rester prudent et il faut continuer un peu à suivre les indicateurs. Est-ce que le choc monétaire tel qu'il est prévu, tel qu'il est signalé par la Banque centrale européenne, la poursuite de la normalisation et l'atteinte d'un niveau même de restriction monétaire, qui est l'objectif aujourd'hui de la BCE, est-ce que l'économie de la zone euro, telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui, peut encaisser ce choc supplémentaire avec sans doute au moins encore 2 hausses de taux prévues dans le calendrier de la Banque centrale européenne? Oui, c'est une bonne question, surtout que souvent l'impact du resserrement monétaire vient vraiment avec quelques trimestres de retard. Donc je dirais que la BCE va quand même rester tout de même prudente et reste focalisée sur l'inflation et notamment sur l'inflation sous-jacente qui reste vraiment élevée en zone euro. Donc je dirais que oui, la zone euro peut résister. Maintenant, elle va aussi être dépendante du contexte extérieur et notamment de ce qui va se passer aux États-Unis ces prochains trimestres. Justement, pour la partie américaine, on aura donc la première estimation du PIB, de la croissance américaine pour le 4e trimestre. Première estimation, ça veut dire qu'il y aura des révisions et des révisions parfois importantes pendant longtemps encore. Néanmoins, on attend quand même un chiffre qui sera satisfaisant, entre 2,5 et 3% peut-être de croissance aux États-Unis en rythme trimestriel annualisé. Qu'est-ce qu'il faudra comprendre de la dynamique de l'économie américaine sur les mois passés et qu'est-ce que les indicateurs avancés nous signalent désormais pour l'économie américaine, Nadia? Oui, alors je dirais que ce chiffre, en tout cas nous aussi, on l'attend autour de 2,5-3%. On va vraiment scruter les détails et voir des signes de faiblesse. Alors je dirais que la consommation devrait rester résiliente, est restée résiliente ce 4e trimestre. Maintenant, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est vraiment cette divergence entre d'un côté les soft data, donc tout ce qui est enquête, et de l'autre côté les hard data qui restent solides. On commence à avoir des signes de ralentissement, notamment dans les ventes de détail, dans le marché
immobilier. Donc, voilà, je pense que dans ces chiffres qui vont être publiés cet après-midi, on va vraiment regarder si on voit déjà des signes de détail, des signes de faiblesse au quatrième trimestre. Du côté des banques centrales, on a évoqué la question de la Banque centrale européenne. Je note que dans les banques centrales périphériques, on va dire ça comme ça, la Norges Bank en Norvège, aux portes de la zone euro, a déjà signalé qu'elle était en pause ces derniers jours. La Banque du Canada, hier, dans la zone dollar au sens large, signale également, après un dernier tour de vis, qu'elle est prête à marquer là aussi une pause et une phase d'observation pour évaluer les conséquences de son resserrement monétaire. Est-ce que le fait que deux banques centrales périphériques envoient ce genre de signaux, est-ce que c'est intéressant et un indicateur avancé peut-être pour d'autres banques centrales pour la suite, Nadia ? Oui, c'est une bonne question et je dirais vraiment que ça peut être un indicateur avancé, surtout qu'on est là dans un point où on voit vraiment les chiffres d'inflation faiblir. Bon, on parle surtout de l'inflation globale, mais on les voit vraiment faiblir de manière assez rapide dans certaines régions. Donc effectivement, ça peut être un indicateur avancé. Nous, par exemple, pour la Réserve fédérale, on s'attend encore à des hausses jusqu'en mars, puis à une pause le reste de l'année. Pareil pour la BCE, où on voit encore une hausse en mai, puis une pause. Pas de baisse cette année. Donc oui, effectivement, on a vraiment un peu cette dynamique qui pourrait se dessiner dans d'autres banques centrales. Pas de baisse cette année, malgré des marchés obligataires, alors qui sont un peu têtus, il faut le dire, qui continuent d'anticiper un renversement justement des politiques monétaires au cours de cette année 2023, pas juste pour la Réserve fédérale américaine, mais également pour la Banque centrale européenne. Je crois qu'il y a un pricing de marché là aussi qui anticipe peut-être la possibilité de baisse de taux. Ce pricing de marché étant persistant, qu'est-ce qui pourrait forcer la main des banques centrales à renverser peut-être le réglage de la politique monétaire dans les prochains trimestres ? Alors, c'est vrai qu'on va tout de même s'attendre encore à une banque centrale, par exemple dans le cas de la BCE, encore au quiche ces prochaines réunions. Après, c'est vrai qu'il faudrait vraiment avoir une récession sévère, je dirais, pour que les banques centrales changent de cap. À ce stade, l'inflation est toujours trop élevée, même si elle fléchit. On est toujours autour des 8% en zone euro, très élevé, toujours trop élevé. Donc, il faudrait vraiment un ralentissement sévère de l'activité économique pour voir les banques centrales changer de cap. À ce stade, c'est encore un peu prématuré, je dirais. Et donc, à ce stade, en tant qu'économiste, vous avez plutôt envie de croire, entre guillemets, les banques centrales plutôt que les marchés obligataires ? C'est ça. Du moins, on en reparlera. Bon, on suivra ça. Les prochaines réunions sont prévues pour la semaine prochaine en ce qui concerne en tout cas la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne. Décision le 1er février pour la Fed et le lendemain, le 2 février, dans une semaine pour la Banque centrale européenne. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui était avec nous par téléphone, économiste chez Pictet Wealth Management.